C'est un plaisir de vous recevoir sur la plateforme de meeting du CHU de Marrakech pour initier le premier cours de cours inter-CHU. Cette opportunité qui a été initiée par professeur Karkouri et qu'on espère qu'il va durer, Inch'Allah, et qui va remplacer quelque part les cours présentiels. Et on va commencer par le cours de Dr Ayman Smaïl, les lésions non tumorales mimant un adénocarcinome prostatique. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez déjà pour voir? Bonjour. Voilà, parfait. Donc je suis Ismaël Ayman, je suis médecin résident au CHU de Marrakech, au service d'anatomie pathologique du CHU de Marrakech. Je suis très honoré de me retrouver aujourd'hui parmi mes maîtres et mes confrères résidents des services universitaires d'anatomie pathologique sur Fès, Casablanca et Marrakech. Je tiens aussi vivement à remercier nos chers enseignants qui, à travers cette initiative, permettent de perpétuer la formation des résidents dans cette période de pandémie Covid-19. Je vais vous présenter aujourd'hui le cours sur les lésions non tumorales mimant un adénocarcinome prostatique. L'adénocarcinome prostatique désigne toute prolifération prostatique épithéliale invasive avec différenciation sécrétoire sans couche basale. C'est le cancer le plus fréquent de la prostate et il représente 90% des tumeurs épithéliales. Sa prise en charge est lourde et nécessite, en fonction du stade, soit une surveillance active ou un traitement radical par prostatectomie, radiothérapie ou hormonothérapie, qui ne sont pas sans conséquences en matière de morbidité pour le patient. Il est donc important de ne pas faire un faux positif de cancer, surtout que de nombreuses lésions non tumorales peuvent mimer un adénocarcinome prostatique, ce qui rend difficile la distinction entre une lésion bénigne et une lésion maligne. Ne pas qualifier de cancer des lésions qui n'en sont pas impose de savoir reconnaître les lésions pièges. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Connaître les critères diagnostiques du cancer de la prostate, connaître les lésions non tumorales qui miment un cancer de la prostate, que ce soit des structures anatomiques normales, des lésions bénignes, et ce, en fonction de leur architecture et en fonction de leur localisation dans la prostate. Nous allons adopter le plan suivant. Donc, après cette brève introduction, nous allons passer en revue les rappels anatomiques et histologiques avant d'entamer la démarche diagnostique à adopter devant un adénocarcinome prostatique. Puis, nous allons voir les lésions non tumorales mimant un adénocarcinome prostatique en adoptant une approche par pattern. Le premier pattern concerne les lésions non tumorales qui sont faites de petites glandes et qui miment un adénocarcinome de grade 3. Le deuxième pattern concerne les lésions non tumorales faites de grandes glandes cribriformes et qui simulent un adénocarcinome de grade 4. Le troisième pattern est fait des lésions bénignes d'architecture compacte ou massive et qui simulent un adénocarcinome de grade 5 avant de conclure. La prostate est une glande exocrine qui participe à l'élaboration du liquide séminal. Elle est donc située immédiatement sous la vessie, en arrière de la symphyse pubienne et en avant du rectum. Elle est traversée par l'urètre et incomplètement entourée par les sphincters striés. Les canaux éjaculateurs naissent à la partie postérieure de la prostate, de l'union des vésicules séminales et des canaux déférents. C'est au milieu de la prostate que ces canaux éjaculateurs vont s'aboucher au niveau de la paroi postérieure de l'urètre. Selon les travaux de McNeil, la prostate comporte 3 zones glandulaires et 2 zones fibromusculaires. La zone périphérique que l'on voit ici en jaune occupe 70% du secteur glandulaire. Elle est située à la partie postérieure et latérale. Elle forme l'apex en bas. 75% des cancers prennent naissance au niveau de cette zone. La zone centrale, ici en bleu, a une forme conique. Elle accompagne le trajet des canaux éjaculateurs et représente 5% du contingent glandulaire en l'absence d'hypertrophie bénigne de la prostate. La zone de transition se situe en position antérolatérale, autour de l'urètre proximal. C'est le siège de prédilection de l'hypertrophie bénigne de la prostate et de l'adénose. 25% des cancers se développent à ce niveau. La zone des glandes périurétrales forme la paroi musculaire lisse de l'urètre. Enfin, le stroma fibromusculaire antérieur et l'urètre forment la partie antérieure de la prostate. Sur le plan histologique, la prostate est constituée d'acinis glandulaires et de canaux qui sont situés au sein d'un stroma fibromusculaire plus ou moins dense.
Elle est traversée à ce niveau-là par l'urètre prostatique qui est bordé d'un urothélium. Les vésicules séminales et les canaux déférents s'abouchent au niveau du verumentanum qui fait saillie au niveau de la paroi postérieure de l'urètre. Plus en périphérie, on retrouve le tissu adipeux extraprostatique avec, en arrière et latéralement, les bandelettes neurovasculaires. À la partie antérieure, on retrouve le stroma fibromusculaire antérieur. Les glandes prostatiques présentent un aspect variable en fonction du site où elles se trouvent. Les glandes de la zone périphérique forment des acini dilatées dans un stroma lâche, alors que les glandes de la zone de transition sont un peu plus dilatées que celles de la zone périphérique. Elles sont au sein d'un stroma plus compact. Les glandes de la zone centrale, quant à elles, sont plus grandes, cribriformes et présentant parfois des projections papillaires. La prostate présente une double assise de cellules avec d'une part les cellules luminales sécrétoires en interne et d'autre part les cellules basales en externe. Les cellules luminales sécrètent le liquide séminal. Elles expriment l'antigène prostatique spécifique, à savoir le PSA. Elles expriment également la cytokératine 8, la cytokératine 18 et les récepteurs aux androgènes. Elles sont à l'origine des adénocarcinomes et sont, le cas échéant, positives à l'anticorps antiracémase. Les cellules basales sont aplaties le long de la membrane basale, au niveau de la prostate, et expriment la P63 et les cytokératines de haut point moléculaire, à savoir la cytokératine 5,6, la cytokératine 903, la cytokératine 14 et la cytokératine 34 bêta-E12. Ce ne sont pas des cellules myoépithéliales et n'expriment pas l'actine musculaire lisse, sauf dans de rares situations pathologiques. La couche basale est absente dans les cancers de la prostate. Entre les cellules luminales et les cellules basales se répartissent quelques cellules neuroendocrines qui représentent moins de 1% des cellules prostatiques. Elles contiennent de larges granules éosinophiles. Ces cellules expriment les marqueurs neuroendocrines, synaptophysine et chromogranine. Dans la lumière des glandes prostatiques, on retrouve des concrétions éosinophiles qui correspondent à un produit de sécrétion des glandes prostatiques en masse amorphe qu'on peut appeler aussi corps amylacé ou symplexion. Parfois, des cristalloïdes peuvent être observés. Il s'agit de concrétions carrées ou rectangulaires éosinophiles, comme ce qu'on voit ici à gauche. L'image de droite montre des concrétions éosinophiles intraluminales qui peuvent être observées. Ce sont des produits de sécrétion sous forme d'une substance éosinophile amorphe. Attention, il ne faut pas confondre ces concrétions éosinophiles avec de la nécrose tumorale. Le verumentanum est le lieu d'abouchement des canaux éjaculateurs. Il fait saillie au niveau de la paroi postérieure de l'urètre. À fort grossissement, on retrouve plusieurs formations glandulaires qui sont bordées par des cellules épithéliales qui présentent dans leur cytoplasme des lipofuchines et qui renferment dans leur lumière de très nombreux symplections. Ces glandes peuvent être adossées. Les glandes bulbo-urétrales de Cooper sont des glandes paires qui sont situées au-dessous de la prostate. Elles peuvent être observées dans les biopsies de l'apex. Ces glandes ont un canal qui est central et elles sont entourées par des acini adossés. Ces acini présentent une seule assise de cellules au cytoplasme clarifié et au noyau basal. Ces cellules n'expriment pas l'anticorps anti-PSA. Les vésicules séminales sont situées en haut et en arrière de la prostate et elles peuvent être intéressées par les biopsies de la base. Elles présentent à faible grossissement une lumière renfermant des projections papillaires. À plus fort grossissement, les glandes qui forment les vésicules séminales sont formées de cellules comportant des noyaux très irréguliers, hyperchromatiques, avec parfois des inclusions nucléaires. Leur cytoplasme comporte des lipofuchines brun doré. En périphérie de la prostate, on retrouve la zone capsulaire qui correspond, comme on le voit ici, aux dernières fibres musculaires de la prostate. Ces fibres musculaires séparent le parenchyme prostatique du tissu adipeux extraprostatique. À ce niveau-là, on peut retrouver des filets nerveux ainsi que des cellules ganglionnaires. Il faut savoir qu'il n'y a pas de capsule prostatique vraie. On parle d'invasion, lorsqu'on a une invasion du tissu adipeux périprostatique ou des bandes neurovasculaires, on parle d'une extension extraprostatique. L'invasion du stroma fibromusculaire dense périphérique ne constitue pas une extension extraprostatique.
Sur le plan clinique, le cancer de la prostate est souvent longtemps asymptomatique. Il peut être révélé par des troubles urinaires ou par une hématurie. L'altération d'état général survient tardivement, tout comme les douleurs osseuses ou les signes neurologiques qui peuvent être révélateurs de métastases. Sur le plan biologique, le dosage de la PSA permet de suspecter le cancer de la prostate. Seulement, la PSA n'est pas spécifique du cancer. Elle peut être également augmentée dans l'hypertrophie bénigne de la prostate ou dans des lésions de la prostatite. Le rapport PSA libre sur PSA total est fortement recommandé lorsque la PSA est comprise entre 4 et 10 nanogrammes par millilitre. Ce rapport est diminué en cas de cancer. Sur le plan radiologique, l'échographie permet de guider les biopsies. L'IRM a permis d'améliorer considérablement la sensibilité des biopsies prostatiques en permettant la réalisation de biopsies ciblées. Elle permet de déceler l'infiltration ou le franchissement de la capsule, ainsi que l'envahissement des vésicules séminales. Enfin, la TDM abdominopelvienne et la scintigraphie osseuse sont utiles au bilan d'extension. Sur le plan anatomopathologique, les différents prélèvements qui peuvent être reçus au sein des laboratoires d'anatomopathologique sont les suivants. Donc, soit les biopsies prostatiques transrectales, des copeaux de résection transurétrale de la prostate, une pièce d'adénomectomie ou une pièce de prostatectomie radicale. Elles peuvent être étudiées soit à l'aide de techniques standards, avec une coloration standard à l'hématéine et aux safran, ou à l'aide de techniques spéciales et de coloration spéciale. Sur le plan immunohistochimique, les anticorps utiles en termes de pathologie prostatique, on retrouve l'anticorps anti-PSA, qui marque les cellules luminales prostatiques, la racémase, qui marque les cellules luminales dans l'adénocarcinome prostatique, les cytokératines de haut point moléculaire, ainsi que la P63, qui marque les cellules basales. L'anticorps anti-ERK peut être positif dans plus de 50% des cancers. Enfin, le couple P63-racémase augmente considérablement la sensibilité de détection des adénocarcinomes de la prostate. Il faut savoir que la classification OMS 2016 a identifié 7 variantes histologiques des adénocarcinomes et a précisé les critères histologiques qui servent au diagnostic de ce type histologique. Ces critères diagnostiques se répartissent en 3 types de critères: des critères majeurs, des critères mineurs et des critères pathognomoniques. En ce qui concerne les critères majeurs, les arguments sont architectural et cytologique. En cas de foyer tumoral, comme on peut le voir ici, dès le faible grossissement, on a des modifications architecturales qui sont évidentes, avec une prolifération tumorale entre et autour de glandes prostatiques qui sont normales. Ces glandes apparaissent plus petites que les glandes prostatiques normales, et sur le plan cytologique, elles sont munies de noyaux qui sont de grande taille, fortement nucléolés. La cise basale est absente dans l'adénocarcinome prostatique. Les critères mineurs, on retrouve les contenus des lumières glandulaires, à savoir le mucus ou les cristalloïdes. La rétraction artefactuelle en périphérie des glandes carcinomateuses constitue elle aussi un critère mineur. La rigidité des glandes carcinomateuses contraste avec les contours lisses des acinis prostatiques normaux. Enfin, les critères pathognomoniques sont suffisants mais non nécessaires. L'engainement périnerveux doit être complet, circonférentiel et doit être fait de glandes tumorales. Les micronodules de collagène, qu'ils soient intraglandulaires ou extraglandulaires, sont faits de collagène hyalin. Pour l'aspect gloméruloïde, il correspond à une prolifération tumorale à développement intraglandulaire fibriforme qui ressemble plus ou moins à un glomérule. Sur le plan immunohistochimique, le couple P63-racémase augmente la sensibilité de détection des cancers. Dans l'adénocarcinome prostatique, on retrouve une expression granulaire intracytoplasmique de la racémase avec une positivité apicale qui est franche. Par contre, on ne retrouve pas donc, de marquage des cellules de la cise basale par l'anticorps anti-P63. L'anticorps anti-ERK peut être exprimé par plus de 50% des adénocarcinomes prostatiques. Les adénocarcinomes prostatiques doivent être gradés en utilisant le score de Gleason, qui est une classification. Infection urinaire ou qui est une classification histopronostique qui se base sur des critères architecturaux au faible grossissement. Le score de Gleason doit être réalisé sur tout prélèvement histologique avec un diagnostic d'adénocarcinome prostatique. Il ne peut être donné après traitement par hormonothérapie, radiothérapie externe ou curithérapie. Il ne tient pas compte des anomalies nucléaires ni des mitoses et il est fait de 5 grades.
Le grade 3 est le grade le plus fréquent. On parle de grade 3 lorsque les glandes sont séparées et espacées les unes des autres. Aussi lorsqu'elles sont bien formées, de taille et de forme variables, arrondies ou anguleuses. On parle de score de Gleason 4 lorsque les glandes sont fusionnées, lorsqu'elles sont mal formées, lorsqu'on a un aspect cribriforme ou un aspect gloméruloïde qui se définit comme des projections épithéliales en touffe dans la lumière d'une glande dilatée sans atteindre l'extrémité opposée de la glande. En pratique, il faut toujours rapporter le pourcentage du grade de 4 de Gleason et rapporter aussi le pourcentage de la présence de foyers cribriformes. Le grade 5 de Gleason est le grade le moins bien différencié. Il est fait de nappes de cellules indépendantes ou de massifs centrés de nécrose. Aussi, les masses tumorales fusionnées entrent dans le cadre du score de Gleason 5. Après avoir gradé la lésion, il faut calculer le score de Gleason. Le score de Gleason correspond à la somme des deux grades les plus représentés, c'est-à-dire à la somme des deux grades prédominants quantitativement, en indiquant le plus représenté en premier. Si présence d'un seul grade, il faut doubler celui-ci. Pour leur score 7, il faut faire attention et bien écrire 3 plus 4 ou 4 plus 3. Et il ne faut pas oublier de rapporter le pourcentage du grade 4. Enfin, le score ISUP est un système de gradines en 5 groupes pronostiques qui est un meilleur reflet de la biologie du cancer de la prostate et beaucoup plus facile pour le patient. Il est recommandé sur biopsie et non sur pièce opératoire. Il permet une meilleure stratification pronostique des patients. Ce qui dérange en termes d'adénocarcinome prostatique, c'est souvent un foyer qui tranche par rapport au reste du parenchyme prostatique. Ce foyer est le plus souvent fait de petites glandes. Il est parfois fait de grandes glandes cribriformes ou, rarement, de cellules isolées, de travées ou de massifs compacts. Devant de tels aspects, il faudra analyser les arguments en faveur du cancer et les arguments qui plaident contre le cancer, en se basant sur l'architecture, sur la présence ou l'absence d'un matériel intraluminal, sur la présence ou l'absence de l'assise basale et sur le nucléome. Les lésions non tumorales mimant un adénocarcinome prostatique se répartissent en 3 patterns. Le pattern des lésions non tumorales faites de petites glandes mimant un adénocarcinome prostatique de grade 3. Les lésions non tumorales faites de glandes cribriformes mimant un adénocarcinome prostatique de grade 4 de Gleason. Dans ces 2 cas de figure, il peut s'agir soit de structures anatomiques normales ou de lésions bénignes qui peuvent simuler un adénocarcinome prostatique. Le dernier pattern concerne les lésions non tumorales d'architecture compacte ou massive, mimant un adénocarcinome prostatique de grade 5. On commence par les lésions non tumorales qui sont faites de petites glandes et qui miment un adénocarcinome prostatique de grade 3. On va commencer par les structures anatomiques normales et par les vésicules séminales qui peuvent concerner les biopsies de la base. Elles apparaissent au faible grossissement sous forme d'un foyer d'architecture organoïde qui est fait, comme on le voit ici, de glandes de taille variable. Le diagnostic différentiel se pose avec un adénocarcinome de grade 3. Sur le plan cytologique, les vésicules séminales présentent des atypies nucléaires majeures qui sont généralement supérieures à celles du cancer. Les noyaux sont volumineux, hyperchromatiques et anguleux. Le cytoplasme des cellules des vésicules séminales comporte un pigment cytoplasmique brun doré qu'on appelle l'hypofuchine. Attention, ces lipofuchines sont différentes des lipofuchines normales des glandes prostatiques qui ont une couleur carmin-violet. Enfin, les cellules des vésicules séminales expriment le MUC6, le PAX2 et le PAX8. Ces cellules n'expriment pas l'anticorps anti-PSA. Au faible grossissement, il s'agit d'un foyer organoïde avec des glandes de taille variable. Au fort grossissement, les cellules présentent des atypies nucléaires majeures. Leur cytoplasme comporte des lipofuchines brun doré, qui est différent des lipofuchines normales qu'on voit généralement dans la prostate et qui est carmin-violet. Ouais. Les glandes de Cooper ou les glandes bulbo-urétrales de Cooper peuvent être vues dans les biopsies de l'apex. Très bien, merci beaucoup. Ce sont des glandes mucineuses groupées en infini autour d'un canal excréteur central. Elles comportent des cellules à cytoplasme clair, spumeux. Les noyaux sont de petite taille et ils sont situés au niveau du pôle basal de ces cellules. Il n'est pas rare de retrouver un muscle strié adjacent au vu de la situation de ces glandes au niveau du périnée.
La lumière de ces glandes est dépourvue de sécrétion éosinophiles intraluminales et ces cellules n'expriment pas l'anticorps anti-PSA. Le diagnostic différentiel se pose avec un adénocarcinome prostatique dans sa variante à cellules spumeuses. Alors, lorsqu'on compare ici les glandes de Cooper à l'adénocarcinome à cellules spumeuses, on constate que dans l'adénocarcinome à cellules spumeuses, les lumières glandulaires sont plus dilatées et comportent des sécrétions éosinophiles intraluminales. Et si on regarde bien notre lame, on va trouver, il se peut qu'on trouve donc un contingent classique acinaire associé à ce contingent à cellules spumeuses. Les glandes du verumentanum. Le verumentanum fait saillie au niveau de la paroi postérieure de l'urètre prostatique et il est bordé par des glandes prostatiques rondes ou ovales. Le verumentanum se localise au niveau de la zone de transition. Il sera donc retrouvé dans les prélèvements de RTUP, d'adénomectomie, de prostatectomie et rarement sur biopsie prostatique. Il est fait d'acini tassé qui forme un foyer microglandulaire. Le diagnostic de bénignité se fait sur la base des arguments suivants. Il n'y a pas d'atypie cytologique, les cellules basales sont présentes. Intraluminal, on voit souvent des infections, et le cytoplasme de ces cellules peut comporter des lipofuchines roses. Le diagnostic différentiel se pose avec l'adénocarcinome de grade 3. On passe maintenant aux lésions bénignes, faites de petites glandes qui peuvent simuler un adénocarcinome prostatique de grade 3. On va commencer par l'atrophie, qui est la lésion bénigne simulant un adénocarcinome de grade 3 la plus fréquente. L'atrophie se définit par une diminution du cytoplasme, par une diminution du volume cytoplasmique des cellules luminales des acinies prostatiques. C'est une lésion qui est fréquente, qui se voit souvent dans la zone périphérique et qui peut être parfois très trompeuse en dépit de son aspect lobulaire ou organoïde. Les lésions d'atrophie possèdent plusieurs variantes architecturales. On dénombre l'atrophie simple, l'atrophie kystique, l'hyperplasie post-atrophique et l'atrophie partielle. En ce qui concerne l'atrophie simple, sur le plan architectural, on a souvent un foyer organoïde qui est fait par des petits acini foncés et qui paraissent plus basophiles que les glandes normales adjacentes. Ces acini ont des contours irréguliers ou anguleux. Sur le plan cytologique, les cellules luminales sont basophiles, elles ont un cytoplasme qui est peu abondant. Le rapport nucléocytoplasmique est augmenté par atrophie cytoplasmique. Les nucléoles sont petite taille. Ces noyaux sont indemnes d'atypie cytonucléaire et les nucléoles sont non proéminents. Les cellules basales peuvent être visibles, cependant cette assise basale peut être discontinue. L'infiltrant inflammatoire est un élément diagnostique majeur, il s'associe à cette prolifération glandulaire. Sur le plan immunohistochimique, les cellules de l'assise basale expriment les cytokératines de haut poids moléculaire ainsi que la P63. Les cellules luminales n'expriment pas la racémase. Le diagnostic différentiel se pose avec l'adénocarcinome prostatique atrophique de grade 3 de Gleason. Au faible grossissement, on observe ici un foyer organoïde qui est fait de glandes anguleuses et qui apparaissent plus basophiles que les glandes normales adjacentes. Au fort grossissement, le cytoplasme des cellules luminales est peu abondant, atrophique, le rapport nucléocytoplasmique est élevé et le noyau semble occuper toute la hauteur des cellules luminales. Ces noyaux ne présentent pas d'atypie cytonucléaire, contrairement à l'adénocarcinome prostatique, où les noyaux sont augmentés de taille et nucléolés. L'assise basale est présente au niveau de l'atrophie, mais elle peut être discontinue, voire même absente dans certaines glandes. Il existe aussi un infiltrant inflammatoire mononucléé autour des glandes dans l'atrophie simple, celui-ci manque dans l'adénocarcinome atrophique. On passe maintenant à l'atrophie partielle, qui se définit par une diminution partielle du cytoplasme des cellules luminales. Sur le plan architectural, il s'agit d'un foyer d'architecture organoïde. Sur le plan cytologique, les cellules luminales ont un cytoplasme pâle, moins atrophique et moins basophile que les autres types d'atrophie. Les noyaux des cellules luminales sont espacés. Elles disposent d'un petit nucléole qui est non proéminent et n'ont pas d'atypie cytonucléaire. Les cellules basales dans l'atrophie partielle sont présentes, elles sont peu nombreuses et forment une assise discontinue. L'assise basale peut manquer dans certaines glandes. En immunohistochimie, les cellules de l'assise basale expriment les cytokératines de haut poids moléculaire ou la P63, mais ce marquage est discontinu. Autre facteur déroutant,
les cellules luminales peuvent exprimer la racémase dans quelques cellules. Cependant, le marquage reste faible et moins important que dans l'adénocarcinome prostatique. Le diagnostic différentiel se pose avec l'adénocarcinome prostatique classique de grade 3. Au faible grossissement, on a ici un foyer qui est d'architecture organoïde, qui est fait de glandes de taille variable qui apparaissent pâles au faible grossissement. Ceci est lié au cytoplasme qui est abondant et clair. Les noyaux des cellules luminales sont réguliers, ne présentent pas d'atypicitonucléaire, pas de nucléole proéminent. Sur le plan immunohistochimique, les cellules de l'assise basale expriment de façon discontinue, ici l'anticorps anti-P63. Les cellules de l'assise luminale expriment la racémase, cependant ce marquage est moins intense que celui observé classiquement ou généralement dans l'adénocarcinome. On passe maintenant à l'hyperplasie post-atrophique, qui se présente sous forme d'un foyer d'architecture lobulée. Les acinis sont souples, ils peuvent être rigides parfois. Ils sont tous agencés autour d'un canal excréteur central. Celui-ci est dilaté. Le rapport nucléocytoplasmique est augmenté par atrophie cytoplasmique. Les nucléoles sont petits, il n'y a pas d'atypicitonucléaire et l'assise basale des acinis est conservée. Le stroma peut être sclérotique ou élastosique. Il est volontiers inflammatoire. Sur le plan immunohistochimique, les cellules de l'assise basale expriment les cytokératines de haut poids moléculaire et la P63. Les cellules luminales n'expriment pas la racémase. Le diagnostic différentiel se pose avec le carcinome prostatique atrophique de grade 3 de Gleason. On voit ici que l'hyperplasie post-atrophique est constituée de nombreux petits acinis qui forment des lobules et s'organisent autour d'un canal excréteur central. Les cellules sécrétoires sont petites et le cytoplasme est peu abondant atrophique. Il n'y a pas d'atypicitonucléaire et l'assise basale est présente. On va faire maintenant une petite synthèse des critères permettant de faire la part entre les lésions d'atrophie et les lésions d'adénocarcinome prostatique de grade 3. Sur le plan architectural, les lésions d'atrophie paraissent lobulées, organoïdes. Les glandes forment de petits acinis groupés. Elles sont basophiles dans l'atrophie simple et dans l'hyperplasie post-atrophique. Elles apparaissent plus pâles et plus claires dans l'atrophie partielle. Ces glandes sont tortueuses, alors que dans l'adénocarcinome prostatique de grade 3, ces glandes sont volontiers infiltrantes, irrégulières et rigides. Au fort grossissement, les noyaux dans l'atrophie ne présentent pas d'atypicitonucléaire, il n'y a pas de nucléole proéminent et le cytoplasme est peu abondant, atrophique, basophile. Alors que dans l'adénocarcinome, les noyaux sont augmentés de taille, fortement nucléolés et le cytoplasme a un volume variable, il peut être amphophile ou clair. L'assise basale est présente, mais peut être parfois discontinue dans l'atrophie. L'assise basale manque toujours dans l'adénocarcinome. Les corps amylacés sont habituellement retrouvés dans les lésions d'atrophie. Ils sont habitués dans l'adénocarcinome. Les cristalloïdes et la mucine sont rares dans les lésions d'atrophie. On peut les retrouver dans l'adénocarcinome. Le stroma présente des lésions d'inflammation, donc d'inflammation mononucléée dans l'atrophie, alors que les lésions inflammatoires sont inhabituelles dans l'adénocarcinome. La sclérose, ou le stroma sclérosique ou élastosique, est présent dans les lésions d'hyperplasie post-atrophique. Il manque dans l'adénocarcinome. Sur le plan immunohistochimique, les cellules de l'assise basale expriment les cytokératines de haut poids moléculaire et la P63 de façon continue ou discontinue dans les lésions d'atrophie. Il n'y a pas d'expression des cytokératines de haut poids moléculaire et de la P63 dans l'adénocarcinome. Concernant la racémase, de très rares cellules peuvent exprimer l'anticorps anti-racémase en ce qui concerne l'atrophie partielle, mais ce marquage est moindre et beaucoup moins important que celui observé dans l'adénocarcinome prostatique. On passe maintenant aux lésions d'adénose, encore appelées hyperplasie adénomateuse atypique. Ces lésions se voient le plus souvent dans les zones de transition et se voient dans les prélèvements de résection transurétrale de la prostate, d'adénomectomie, plus rarement sur des biopsies. Donc, au faible grossissement, on observe un foyer d'architecture nodulaire ou lobulaire qui est fait par une prolifération microglandulaire à laquelle s'associent des glandes de plus grande taille. Ces glandes sont adossées et elles comportent au sein de leur lumière des corps amylacés. Les cristalloïdes sont rares.
Cette lésion pose le problème de diagnostic différentiel avec l'adénocarcinome prostatique classique de grade 3. Au fort grossissement, les cellules luminales présentent un cytoplasme pâle et sont dépourvues d'atypie cytologique. Les noyaux sont de taille normale et les nucléoles sont petits. L'assise basale est présente mais peut être discontinue. Sur le plan immunohistochimique, les cellules luminales peuvent présenter une discrète positivité à l'anticorps anti-racémase. Elles sont négatives à l'anticorps anti-ERK. L'assise basale présente un marquage discontinu à l'anticorps anti-P63 et aux cytokératines de haut point moléculaire. Quelques glandes peuvent manquer totalement de cellules basales. Au faible grossissement, l'adénose se caractérise par une prolifération microglandulaire focale à laquelle sont associées des glandes de plus grande taille. Il existe une désorganisation architecturale dans l'adénocarcinome de grade 3 qu'on ne retrouve pas dans les lésions d'adénose. La couche des cellules basales est discontinue dans les lésions d'adénose alors qu'elle manque complètement au niveau de l'adénocarcinome prostatique classique. Les atypies cytonucléaires manquent au niveau des lésions d'adénose alors qu'elles sont présentes dans l'adénocarcinome prostatique classique de grade 3. On voit ici les nucléoles proéminents et les noyaux qui sont augmentés de taille. On passe maintenant à l'adénose sclérosante, qui est une lésion rare au niveau de la zone de transition. Elle se voit dans les RTUP, dans les pièces d'adénomectomie et plus rarement sur biopsie. À faible grossissement, il s'agit d'une prolifération microglandulaire dense, d'architecture nodulaire qui respecte le lobule. Les glandes ont une taille et une forme variables et sont adossées les unes aux autres. Elles comportent des sécrétions éosinophiles intraluminales. À fort grossissement, les noyaux ont une taille normale, les nucléoles sont petits et il n'y a pas d'atypie cytonucléaire, les cytoplasmes sont éosinophiles et le stroma est fait de cellules fusiformes, parfois myxoïdes. Donc, ce qui caractérise l'adénose sclérosante, c'est la métaplasie myoépithéliale des cellules basales qui forment les acinies. Ces cellules expriment exceptionnellement l'actine musculaire lisse. Elles expriment aussi la P63 et la PS1. L'adénose sclérosante correspond donc à une prolifération d'acinies au sein d'un stroma fusocellulaire. Les cellules de l'assise basale qui forment ces acinies subissent une métaplasie myoépithéliale et expriment l'anticorps anti-actine musculaire lisse. Les critères qui permettent de différencier les lésions d'adénose de l'adénocarcinome sont les suivants. Sur le plan architectural, l'adénose se présente sous forme d'une lésion nodulaire lobulée avec des glandes de petite taille qui sont associées à des glandes de taille normale, alors que l'architecture paraît volontiers infiltrante au niveau de l'adénocarcinome et les glandes sont rigides. Au fort grossissement, les noyaux de cellules qui forment l'adénose possèdent les mêmes caractéristiques cytoplasmiques et nucléaires que les glandes normales adjacentes. Le nucléole peut être visible, il n'est jamais volumineux. Les cellules basales sont présentes, mais cette assise basale peut être discontinue. Les sécrétions intraluminales sont fréquentes et les corps amylacés sont habituels, alors que dans l'adénocarcinome, les noyaux sont augmentés de taille, hyperchromatiques, les nucléoles sont proéminents, l'assise basale est absente et les sécrétions intraluminales peuvent être parfois présentes, elles ne sont pas aussi fréquentes que dans l'adénose. Sur le plan immunohistochimique, les cytokératines de haut point moléculaire ainsi que la P63 sont exprimées de façon discontinue. Elles peuvent manquer dans certaines glandes pour l'adénose. L'assise basale est absente dans l'adénocarcinome prostatique. L'anticorps anti-racémase peut marquer certaines cellules dans l'adénose. Le marquage est cytoplasmique granulaire intense dans l'adénocarcinome. On passe maintenant aux lésions de métaplasie néphrogénique qui correspondent à une lésion de l'urothélium, de l'urètre prostatique. Il s'agit d'une métaplasie de l'urothélium en un épithélium cubique unistratifié qui ressemble à celui du néphron. C'est une lésion qui est souvent périurétrale et qu'on peut trouver sur le bord d'un copeau de résection transurétrale de la prostate. Cette lésion est très très rare sur biopsie. Il faut rechercher un contexte traumatique de sonde urinaire, de calcul vésical ou d'antécédent de résection, ou un contexte thérapeutique de greffe rénale ou de radiothérapie. Au faible grossissement, plusieurs architectures peuvent être associées, peuvent être rencontrées, une architecture plane, papillaire, tubuleuse ou pseudovasculaire. Ces différents types d'architectures peuvent être associés au sein d'une même lésion. Concernant la forme tubuleuse de la métaplasie néphrogénique,
Elle est faite de tubes de petite taille qui sont formés d'une seule assise de cellules épithéliales de morphologie variable. Ces cellules peuvent être cubiques ou cylindriques, aplaties ou en clous de tapissier faisant saillie dans la lumière. Les noyaux sont parfois nucléolés, le cytoplasme est éosinophile. On retrouve souvent au niveau de la lumière de ces tubes des sécrétions éosinophiles colloïd-like. Le diagnostic différentiel se pose avec un adénocarcinome prostatique classique de grade 3, surtout dans la forme de métaplasie tubuleuse. C'est une lésion qui est très piégeante car elle présente le même profil immunophénotypique que dans l'adénocarcinome prostatique. Les cellules de la métaplasie néphrogénique expriment l'anticorps anti-racémas et sont P63 négatifs. Lorsqu'on pense à ce diagnostic, il faut ajouter les anticorps anti-PSA qui se révèlent négatifs et les anticorps anti-PAX8 et cytokératine 7 qui sont positifs dans la métaplasie néphrogénique. L'inflammation, dans le cadre d'une prostatite spontanée ou post-thérapeutique, peut provoquer des modifications architecturales et cytologiques importantes dans les glandes normales. Les acinis sont de petite taille. Les cellules sont munies de noyaux augmentés de taille, hyperchromes, avec un nucléole proéminent. La présence de lymphocytes dans les lumières glandulaires et autour des glandes, ainsi que la présence des cellules basales, vient asseoir le diagnostic de bénignité. Les modifications épithéliales liées à la radiothérapie peuvent présenter des aspects trompeurs. Elles surviennent quelques mois à plusieurs années après un traitement par radiothérapie. Elles présentent une diminution du volume glandulaire, les glandes sont de taille variable et les cellules épithéliales sont pluristratifiées avec des noyaux pléomorphes, hyperchromes, un nucléole proéminent et un cytoplasme éosinophile. Le stroma est le siège d'une fibrose extensive et de vaisseaux hyalinisés. Sur le plan immunohistochimique, les cellules de l'assise basale expriment l'anticorps anti-P63, les cellules luminales n'expriment pas la racémas. Le diagnostic différentiel se fait avec un adénocarcinome résiduel. Devant une lésion microglandulaire, il faut rechercher tout d'abord les atypies cytonucléaires et la présence de cellules basales. Si la lésion ne comporte pas d'atypie cytonucléaire et que l'assise basale est présente, on va penser aux structures normales, à savoir donc les glandes de Cooper et le verumentanum, à la métaplasie néphrogénique, aux lésions d'adénose et à l'adénose sclérosante, à l'atrophie et aux lésions d'atrophie. Si on a des atypies cytonucléaires et que l'assise basale est présente, on va penser aux lésions de prostatite, aux modifications épithéliales liées au traitement et aux canaux éjaculateurs ou aux vésicules séminales. Si on a des atypies et que la couche basale est absente, on va conclure à un adénocarcinome infiltrant de grade 3. S'il existe une discordance entre la morphologie et l'immunohistochimie, le foyer sera considéré comme suspect. On passe maintenant aux lésions non tumorales qui sont faites de grandes glandes cribriformes et qui miment un adénocarcinome de grade 4. On commence tout d'abord par les structures normales. Les glandes de la zone centrale peuvent être concernées par les biopsies de la base. Elles ont une architecture plus complexe que les glandes de la zone périphérique et la zone de transition. Elles possèdent un épithélium pluristratifié qui comporte des projections papillaires en touffe. Les éléments en faveur de la bénignité sont les suivants. Les noyaux sont de taille normale, il n'y a pas d'hyperchromasie, pas de nucléole proéminent. Le site de la biopsie vient réconforter le diagnostic et le stroma fibromusculaire abondant. On passe maintenant aux lésions non tumorales qui peuvent mimer un adénocarcinome prostatique de grade 4. On commence par l'hyperplasie des cellules basales, qui se voit le plus souvent dans la zone de transition, plus que dans la zone périphérique. Elle se voit dans les prélèvements de RTUP, dans un contexte d'hypertrophie bénigne de la prostate. Elle se voit rarement dans les biopsies prostatiques et dans les prostatectomies. L'architecture peut être simple, pseudo-adénoïde kystique, mais aussi cribriforme. Il s'agit d'un épithélium basal pluristratifié, fait de noyaux hyperchromatiques, uniformes, qui sont parfois nucléolés, avec des nucléoles qui sont fins. On peut retrouver des globules éosinophiles intracytoplasmiques. Les cellules luminales forment quant à elles une assise mince au cytoplasme clair. Et on peut retrouver des sécrétions éosinophiles intraluminales, des calcifications ou de la mucine. Sur le plan immunohistochimique, l'assise basale exprime les anticorps P63 et les cytokératines de haut point moléculaire. Les cellules de la couche luminale sont négatives à la racémas. Le diagnostic différentiel se pose avec l'adénocarcinome de grade 4.
L'hyperplasie des cellules basales se présente sous forme d'un foyer d'architecture cribriforme avec des glandes qui montrent un épithélium pluristratifié qui est fait de cellules basales uniformes, hyperchromatiques et finement nucléolées. On passe maintenant à l'hyperplasie cribriforme à cellules claires. En général, ce sont des lésions de la zone de transition qui se voient plus sur RTUP que sur biopsie prostatique. L'architecture est cribriforme par définition. Les cellules luminales sont théosinophiles, claires et sont régulières, ne présentant pas d'atypie cytonucléaire. Les cellules basales forment une assise basale continue en périphérie. En immunohistochimie, les cellules de l'assise basale expriment les cytokératines de haut point moléculaire et la P63. Le diagnostic différentiel se fait avec les pines de haut grade cribriformes et avec l'adénocarcinome de grade 4. En général, il s'agit d'une prolifération nodulaire avec de grandes glandes cribriformes denses qui possèdent des lumières rondes. Les cellules basales sont proéminentes en périphérie de ces glandes. Les cellules luminales ont un cytoplasme clair, dépourvu d'atypie cytonucléaire. Les cellules de la couche basale expriment les cytokératines de haut point moléculaire ainsi que la P63. Devant une lésion d'architecture cribriforme, il faudra rechercher les atypies et la présence de cellules basales. Si la lésion ne comporte pas d'atypie, mais avec une couche basale qui est présente, on va penser aux glandes de la zone centrale d'aspect cribriforme, à l'hyperplasie cribriforme à cellules claires et à l'hyperplasie à cellules basales cribriformes. Si la lésion comporte des atypies avec des cellules basales, on va penser à des entités tumorales, à savoir le carcinome intraductal cribriforme ou les pines de haut grade cribriformes. Si la lésion comporte des atypies, mais pas de cellules basales, on devra conclure un adénocarcinome infiltrant de grade 4 ou un carcinome intraductal cribriforme. On passe maintenant aux lésions bénignes d'architecture compacte et massive qui peuvent simuler un adénocarcinome prostatique de grade 5. On commence par le paragangliome, qui correspond à une collection de cellules neuroendocrines qui dérivent de la crête neurale. Il se situe en dehors de la prostate, au niveau du tissu mou extraprostatique, périprostatique. Le paragangliome peut se retrouver dans 8% des prostatectomies radicales. On le retrouve rarement sur RTUP ou sur biopsie prostatique. Sur le plan architectural, on retrouve le plus souvent des massifs Houdini. Les cellules sont faites de noyaux de petite taille, ils sont hyperchromatiques avec un petit nucléole. Le cytoplasme est clair ou amphophile, granulaire. Ces cellules sont séparées par un réseau vasculaire qui est fait de capillaires fins. Sur le plan immunohistochimique, ces cellules n'expriment pas l'anticorps anti-PSA, elles expriment la synaptophysine et la chromogranine. Elles posent le problème de diagnostic différentiel avec un adénocarcinome de grade 5. Le paragangliome se présente sous forme de massifs ou d'amas de cellules qui sont munis de noyaux hyperchromatiques avec un petit nucléole. Le cytoplasme de ces cellules est plus souvent clair, rarement amphophile. Ces cellules sont séparées par un réseau vasculaire fin et n'expriment pas l'anticorps anti-PSA. Elles sont positives aux anticorps anti-synaptophysine et à l'anticorps anti-chromogranine. Parfois, des glandes prostatiques bénignes peuvent se retrouver dans les espaces périnerveux et être à l'origine d'une confusion. Elles posent le problème de diagnostic différentiel avec un engainement périnerveux qui est un critère pathognomonique d'adénocarcinome. Toutefois, le caractère bénin de ces glandes, qui sont dépourvues d'atypie cytonucléaire, qui ne comportent pas de nucléole proéminent au niveau de leur noyau et dont l'assise basale est conservée, permet d'écarter le diagnostic de malignité. La prostatite granulomateuse non spécifique est la forme la plus fréquente de prostatite granulomateuse. Elle se présente cliniquement sous forme d'un nodule dur, fixe, avec une hématurie ou une pyurie. La PSA est élevée sur le plan biologique. Il s'agit d'une lésion extensive, massive, qui efface l'architecture normale de la prostate. Cette lésion est faite de cellules épithéloïdes avec un nucléole proéminent. On peut retrouver aussi des cellules géantes multinucléaires dans 50% des cas, associées à des lymphocytes, des plasmocytes, des polynucléaires neutrophiles ou des polynucléaires éosinophiles. En immunohistochimie, ces cellules expriment la CD68 et sont négatives à la cytokératine et à la PSA. Le diagnostic différentiel se pose avec un adénocarcinome prostatique de grade 5. Le xanthome correspond à une collection d'histiocytes spumeux. C'est une lésion qui est très rare, vue sur RTUP, rarement sur biopsie.
L'architecture est faite d'amas et rarement de cordons, présentant des cellules au noyau de petite taille uniforme et au cytoplasme spumeux. Ces cellules se trouvent au contact d'autres cellules inflammatoires mononucléées. En immunohistochimie, ces cellules expriment la CD68, elles n'expriment pas la PSA, elles n'expriment pas la cytokératine. Le diagnostic différentiel se pose avec un adénocarcinome à cellules spumeuses. Enfin, la malakoplaki est une maladie inflammatoire granulomateuse chronique très rare qui affecte généralement le tractus urogénital et se caractérise par un infiltrat inflammatoire polymorphe qui est fait de grands histiocytes. Ce sont les cellules de von Hansmann qui comportent au sein de leur noyau les corps de Michaelis-Guttmann qui sont positifs à la coloration PAS et au Voncosa. On peut retrouver aussi des lymphocytes et des plasmocytes qui accompagnent ces grandes cellules. Le diagnostic différentiel se pose avec un adénocarcinome prostatique de grade 5 du fait que ces cellules sont de grande taille et présentent les corps de Michaelis-Guttmann qui peuvent être prises à tort pour un nucléole proéminent. En immunohistochimie, ces cellules expriment la CD68 et elles sont PSA négatives. Les lésions bénignes de la mimant un adénocarcinome prostatique présentent des aspects extrêmement variés, rendant la distinction entre les lésions bénignes et les lésions malignes difficile. Cependant, la plupart des aspects sont reconnaissables. Le fait qu'on ait un matériel limité sur biopsie prostatique rend le diagnostic de bénignité très difficile. Le cas échéant, il ne faut pas hésiter à demander un second avis et solliciter nos confrères radiologues et urologues pour expliquer ces aspects anatomopathologiques et anatomoradiologiques discordants. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Ayman, pour cette belle présentation. Et je donne la parole à l'assistance pour d'éventuelles questions. Bonjour tout le monde. Je suis professeur Melnissi du CHU de Casablanca. J'espère que vous arrivez à m'entendre. J'ai le masque. On vous entend très bien. On vous entend très bien. Et il faut dire que professeur Melnissi, il est référente en pathologie prostatique et urologique pour les jeunes. Oui. Alors, c'est une présentation qui est très bien faite. Dr Smaïl a bien... Vraiment, c'était très bien. Et, avec les récapitulatifs, c'était très didactique. Et vraiment, il a fait le tour de la question. J'ai juste une petite remarque par rapport au titre. Parce que quand on parle de lésion non tumorale mimant un adénocarcinome prostatique, on sait qu'il y a les structures normales aussi qui miment l'adénocarcinome. Et je pense qu'on doit changer le titre. Parce qu'une structure normale n'est pas une lésion sur le plan histologique. Donc voilà, c'était ma remarque. Parce qu'au début, quand j'ai vu le titre, lésion non tumorale, avant le cours, je me disais, mais il y a des structures normales qui miment aussi l'adénocarcinome. Bien sûr, c'est bien précisé dans le cours, mais le titre ne parle pas de ces structures normales. Voilà, c'était ma remarque. Donc, on peut dire les images histologiques mimant un. Voilà, ou bien les aspects histologiques. Très bien, oui. Voilà, les aspects histologiques, ou bien les pièges diagnostiques concernant les adénocarcinomes prostatiques. Voilà, mais on peut dire les aspects histologiques mimant un adénocarcinome prostatique. Ça va inclure et les lésions et les structures normales. Très belle remarque. Merci beaucoup. Merci, Oussada. Voilà, c'était ma remarque en fait. Mais sinon, c'est très bien présenté. Merci madame. Voilà, je vous en prie. Merci madame. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions concernant les lésions, les aspects histologiques mimant un adénocarcinome prostatique? Moi, sincèrement, sur quelques slides, j'ai eu peur. Je me dis, est-ce que certains ADK 3+3, est-ce que vraiment c'était en fin de compte 3+3? D'où l'intérêt d'une bonne corrélation actuellement avec le taux de PSA et avec l'IRM prostatique.
Je ne sais pas, Sadam Manassi, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que généralement, on reçoit des flacons. Des fois, ils sont étiquetés selon la topographie prostatique, mais des fois, non. Et des fois, on n'a pas la PSA, on n'a pas l'IRM, alors que c'est une corrélation qui doit être tout le temps présente. Alors oui, effectivement, des fois c'est très difficile. Bon, l'important c'est de garder à l'esprit qu'il faut avoir tous les critères histologiques majeurs et bon, les majeurs bien sûr, et puis les mineurs, il faut être sûr du diagnostic parce que ce n'est pas une urgence pour le 3+3. Il faut savoir que ce n'est pas une urgence. Donc quand on a un doute, il faut l'exprimer. Bien sûr, il faut s'aider de l'immunohistochimie. Dès le moindre doute, il faut faire le marquage. Et même après le marquage, il faut que ça soit vraiment... il faut avoir les deux critères, c'est-à-dire une racémase qui est très positive, qui crache, et une P63 qui est complètement négative sur la couche basale. Et si on a encore le doute, il faut l'exprimer et dire, voilà, il y a un foyer qui est un peu atypique, mais qu'on n'arrive pas à confirmer. Donc, il vaut mieux refaire les biopsies ou bien recouper, etc., que de donner un diagnostic d'adénocarcinome, un faux diagnostic d'adénocarcinome. C'est ça pour les jeunes, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Il faut être sûr du diagnostic avant de le donner. Sinon, il faut l'exprimer sur le compte rendu. Merci beaucoup, Seda. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les jeunes, surtout, et les moins jeunes aussi? Alors, pour les plus jeunes, je ne sais pas si Dr Smaïl a parlé des cellules ganglionnaires qu'on peut trouver sur les biopsies, les cellules ganglionnaires nerveuses, parce que j'ai raté une petite partie, je me suis déconnectée. Voilà, pour les plus jeunes, il y a aussi les cellules ganglionnaires nerveuses qui peuvent être, qui semblent atypiques et avec leur gros noyau, etc. Donc, les plus jeunes, ils peuvent prendre les cellules ganglionnaires nerveuses pour des cellules tumorales aussi. Je ne sais pas si Dr Smaïl on en a déjà parlé. À part le paragangliome, bien sûr, ça c'est autre chose. Oussada Fatmi, est-ce que vous nous entendez? Parce qu'ils avaient tout à l'heure des problèmes de connexion. Oussada Fatmi? Alors, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il n'y a pas de questions écrites? Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter via le micro. Est-ce qu'il y a des questions écrites? Je ne vois pas de questions écrites. Merci beaucoup, Dr Ayman Ismail, pour cette belle présentation. Je vous informe que Dr Ayman Ismail s'est marié pendant le début de Covid, le pauvre. Et on l'a rapatrié pour faire les gardes. En plus, il a fait un bon cours. Merci oui, beaucoup. Oui, Oussad Khartouri. Non, je voulais juste dire bravo, c'était super et merci ce cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oussada Taheri. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette belle présence. On était à 43 utilisateurs aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, qu'on soit plus nombreux. Et je suis heureuse pour cette belle communauté de jeunes anatomopathologistes.
Le prochain cours, Inch'Allah, ça va être quel cours et quelle date, s'il vous plaît? Ça va être jeudi prochain, madame. Jeudi prochain, ça va être à quelle heure? Et pour fixer la date? Voilà, on avait prévu 13 heures, je pense. Ça sera à 15h. 15h? 15h, Hanan. Ça sera quelqu'un de Kazakh qui le fera. Approche pratique devant une biopsie prostatique. Et ça sera sur Zoom. Je vous enverrai le. Inch'Allah. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci. À jeudi prochain. Bonne fête. Merci beaucoup. Merci, très bonne fête et félicitations pour le mariage de Dr. Smaïl. Merci beaucoup. Bravo, hein.